Le ciel était gris de nuages. Il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette 10e édition des Idées mènent le monde, qui est aussi la 10e année que l'Université de Pau et des Pays de l'Adour est partenaire de cette belle manifestation. Et ce n'est pas moi que vous voulez écouter. Mon nom est Caroline Fischer. Je suis juste là pour annoncer, je ne vais pas le présenter, mon collègue, professeur de mathématiques, Jackie Cresson, qui pose la question qui nous intéresse tous et le PowerPoint sera lancé et vous savez quelle question c'est qui nous intéresse tous, surtout au sein de l'université en général et bien sûr de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Très bonne soirée. Merci. Alors, bonsoir à tous. Excusez-nous pour le retard, on a eu quelques petits problèmes techniques. Bon, alors, donc ce soir, je vais vous parler, donc le titre, c'est « Allons-nous continuer la recherche scientifique ?» sachant que moi, mon travail, c'est mathématicien, donc je fais de la recherche tout le temps. Donc c'est une question qui n'est pas anodine. Et cette question-là, en fait, elle va être posée en 1972, notamment, par un mathématicien qui s'appelle Alexandre Grothendieck, que vous connaissez peut-être ou pas. Ben, on va en parler ce soir, justement. Et on va voir que le parcours qu'il a eu, en fait, et qui l'a amené à poser ce genre de questions, je pense qu'il est tout à fait d'actualité, en fait, en ce moment. Voilà, donc on va voir quelques exemples et on va voir notamment ce qu'il dit et ce que nous, on pourra en dire, est-ce qu'on est d'accord ou pas sur, disons, son constat. Ok. Alors, d'abord, qui est Alexandre Grothendieck ? Alors, Alexandre Grothendieck, c'est un mathématicien, c'est peut-être le plus grand mathématicien du XXe siècle. Il va naître en 1928 en Allemagne, à Berlin. Sa mère... Johanna Grothendieck, elle est journaliste, et son père, Shapiro, lui, il est photographe de rue, et en fait, les deux vont se lancer dans une aventure qu'on pourrait qualifier de révolutionnaire. En tout cas, ça va être des gens qui vont être très, très engagés, anarchistes, etc. Ils vont participer à énormément d'activités politiques, souvent au détriment, en fait, de leur famille, et notamment d'Alexandre Grothendieck. Alors, là, vous avez un petit trou entre les deux. Alors, la biographie que je fais, je saute beaucoup de passages. Elle est issue d'un livre d'Alexandre Grothendieck qui s'appelle « La clé des songes ». Et dans ce livre, on en reparlera après, il y a une biographie qui est faite par sa fille, Johanna Grothendieck. Donc, c'est celle que j'ai prise parce que, disons, c'est la seule que je connais qui est faite par un membre de la famille de Grothendieck. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, du coup, de l'avoir. Alors, pourquoi il va aller, j'ai mis séjour d'Alexandre chez les Heydorn. Alors, c'est en Allemagne qu'il va faire ce séjour. Il va faire ce séjour sans ses parents. Donc, en fait, ses parents partent à Paris pour des raisons justement de militantisme. Ils ne le laissent pas comme ça. Mais ils estiment que c'est mieux qu'il reste en Allemagne dans une famille d'accueil. Et donc, ils vont le laisser pendant 5 ans. Alors, c'est des éléments qui peuvent paraître déconnectés de la question qu'on se pose, mais on verra que, sans doute, il y a des choses qui reviennent par la suite. Alors, ensuite, on voit qu'en 1939, il va être envoyé par la famille d'accueil chez ses parents, cette fois, parce que les persécutions nazies sont là de manière très forte. Il est évidemment d'origine juive
Et donc il y a un risque vraiment important pour qu'il se fasse attraper. Et donc, en fait, il rejoint sa mère et son père à Paris. Le père, lui, il va être en fait interné dans un camp. Alors, il faut voir qu'en plus, c'était des gens qui, même pour le régime français, vont être considérés ensuite comme des indésirables. Alors, dans les indésirables, vous avez beaucoup de choses, hein, les communistes, etc., etc. Donc, en fait, comme ils sont militants, ils vont être tous les deux internés. Et la mère aussi, avec son fils. Là, dans un camp de femmes. Alors, on peut imaginer, donc les deux sont séparés. Hein. Le père n'est pas du tout avec la mère. Le fils est encore avec sa mère. Et en fait, pendant cette période-là, il va aller au lycée Sévenol. Enfin, il va faire toute sa scolarité hein, dans une petite ville qui va être juste à côté. Et il va notamment passer son baccalauréat. Alors, le père, lui, entre-temps, il est déporté à Auschwitz et il est assassiné. Alors, cette période-là, elle est extrêmement lourde, hein, on peut imaginer, pour le jeune Grothendieck. Alors, dans son autre livre, dont je vous parlerai assez souvent, qui s'appelle « Récolte et semailles », il parle de cette période-là, mais il parle surtout de sa découverte des mathématiques à ce moment-là, aussi bien au travers de ses professeurs au primaire qu'au lycée, etc. Et on voit que, bon, il était fasciné déjà à ce moment-là. Voilà. Donc alors, il ne parle pas trop de comment ça s'est passé exactement. Il y reviendra en fait beaucoup plus tard dans sa vie, vers la fin de sa vie en fait. Donc, 45, ils vont avec sa mère à Montpellier. Alors, sa mère, évidemment, ne va pas bien. À l'époque, ils ne savent même pas si le père est mort ou pas. Ils vont l'apprendre plus tard. Et il va faire ses études à Montpellier jusqu'à la licence. Alors, ça aura une importance dans la suite. Le fait qu'il ait commencé ses études à Montpellier, on verra ça. Alors, une fois qu'il a fait sa licence, en fait, les professeurs se rendent compte qu'il a des capacités qui sont assez exceptionnelles et ils lui proposent d'aller à Paris rencontrer un des grands mathématiciens de l'époque, qui s'appelle Henri Cartan. Et Henri Cartan va le diriger vers deux autres très célèbres mathématiciens, Jean Dieudonné et puis Laurent Schwartz. Alors Laurent Schwartz, c'est aussi un des grands mathématiciens de l'époque. Il va avoir la médaille Fields en 1954 pour une théorie qui s'appelle la théorie des distributions. Jean Dieudonné, on va encore entendre son nom, c'est aussi une figure, alors j'en parlerai plusieurs fois. Donc il va se retrouver au milieu de pratiquement, disons, les meilleurs mathématiciens de l'époque, non seulement en France, mais sans doute mondiaux. À l'époque, en fait, en France, c'est exactement l'endroit où ça se passe. Il y a le groupe Bourbaki qui est en train de se faire. Et donc, on va avoir... il va arriver vraiment dans un milieu qui est stimulant intellectuellement et avec des personnes qui sont capables de répondre à ses attentes et à son besoin de connaissance. Alors, il va faire une thèse avec Laurent Schwartz et Jean Dieudonné. Alors, la légende veut que, à l'époque, Laurent Schwartz et Dieudonné avaient proposé 14 problèmes qui chacun pouvait faire une thèse et qu'ils avaient donné ces problèmes-là à Grothendieck. Et en fait, lui était parti pour résoudre au moins un, mais il est revenu avec les 14 problèmes résolus. Voilà, donc du coup, ils se sont bien rendus compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer avec ce jeune homme. Et donc, le problème, c'est que Alexandre Grothendieck n'a pas de nation, il n'est ni allemand, ni français, ni quoi que ce soit, il est apatride. Et donc, il ne peut pas enseigner en France. Donc, pas de possibilité d'obtenir un poste, par exemple, dans une université. La seule possibilité serait qu'il obtienne un poste au CNRS comme chercheur, parce que là, il n'y a pas d'enseignement. Mais là, ce n'est pas possible à ce moment-là. Et donc, il va partir. Il va partir, en fait, au Brésil et aux États-Unis, à l'université du Kansas. Alors, en fait, ce que je ne dis pas, parce que bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est que sa thèse portait sur des sujets
qu'on appelle plutôt d'analyse, analyse fonctionnelle, et il va progressivement s'orienter vers d'autres types de mathématiques qui vont l'occuper une grande partie de sa vie, qui concernent la géométrie algébrique. Et là, vous voyez qu'il y a un nom, j'ai marqué « Échange avec Jean-Pierre Serre ». Alors Jean-Pierre Serre, c'est un mathématicien aussi français, c'est le plus jeune médaillé Fields de l'histoire des mathématiques. Je pense qu'il a la médaille Fields à 26 ans, il me semble. Et c'est un spécialiste de ce qu'on appelle la géométrie algébrique. Donc c'est en gros des géométries qu'on peut décrire de manière plus ou moins explicite. On va dire ça comme ça. Et donc ces échanges avec Jean-Pierre Serre vont être très stimulants pour lui, et c'est ce qui va en gros progressivement l'amener à justement faire une refondation de la géométrie algébrique. Alors, du coup, quand il rentre de ce voyage-là, il devient chargé de recherche au CNRS. Donc là, c'est possible. Et entre-temps, donc en 1957, il y a le décès de sa mère. Et là, il va hésiter entre, ce qui est intéressant, et ce que j'avais jamais lu autre part, entre la littérature et les mathématiques. Alors, ça pourrait paraître bizarre, mais en fait, beaucoup de mathématiciens écrivent vraiment de la littérature. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'il ait hésité à ce moment-là de son parcours, alors qu'il était en train de complètement tout revisiter en géométrie algébrique. Alors, il va repartir à l'université de Boston, et il va y avoir la création d'un institut qui est toujours très très connu, qui s'appelle l'Institut des hautes études scientifiques, à Bure-sur-Yvette, autour de Paris. Pratiquement, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle l'Institute for Advanced Studies à Princeton. Donc, c'était le modèle américain qui avait été pris. Et vous voyez que la date, c'est 58-59. Alors, on reviendra sur cette date. À l'époque, 58, c'est Robert Oppenheimer qui est directeur de l'IAS, pour une très très bonne de l'IAS à Princeton. Et on va en entendre parler juste après. Donc là, il se lance dans un travail de fou. Alors, c'est pas qu'il n'a pas de vie privée, j'ai pas mis grand-chose en fait sur sa vie. Il se marie entre-temps, il a des enfants, etc. Mais comme il le dit lui-même, en fait, l'essentiel de son temps et l'essentiel de son énergie est dirigé vers des créations mathématiques. Donc, il s'investit vraiment à fond dans les mathématiques qu'il est en train de créer. Donc, il va ensuite partir du groupe Bourbaki pour différentes raisons qu'il évoquera, j'en reparlerai. Et là, on va avoir des points un peu culminants de son travail qui vont être les rédactions de ce qu'on appelle les éléments de géométrie algébrique. Alors ça va être des livres qui sont même actuellement, disons, considérés comme des références dans le domaine. Toute personne qui veut travailler dans ce domaine-là doit avoir à un moment ou à un autre fait ses armes dans ce genre de livre. En 1966, il obtient la médaille Fields. Donc là, il est très confortable, il est invité partout, il a une reconnaissance, donc il a vraiment atteint disons une notoriété importante. Et en 67, donc oui, il part enseigner à l'université d'Hanoï qui est repliée dans la brousse. Alors ça, je trouve que c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'est la guerre du Vietnam. Donc il part en pleine guerre du Vietnam enseigner à Hanoï. Alors, je pense que ça aura une influence par rapport aux questions qu'on va se poser nous aussi par la suite, sur le fait de vouloir ou pas continuer la recherche scientifique. Mais on peut imaginer que ce qu'il voit là-bas et les conséquences d'une guerre, par exemple, vont avoir une influence certaine sur ce qu'il a fait. Et il y a un deuxième point qui est intéressant, c'est évidemment, il y aura mai 68 en France. Alors mai 68, ça va le toucher pour une autre raison. Déjà à l'époque, il est extrêmement connu. C'est un des plus grands mathématiciens du moment, etc. Et mai 68, lui, il se reconnaît dans le mouvement, mais les gens du mouvement ne le reconnaissent pas en tant que personne. Il est presque trop connu pour pouvoir s'intégrer comme ça facilement dans le... Donc il s'aperçoit qu'en fait, son statut social, son statut a changé, et qu'il n'est pas considéré comme il le pense par rapport à ce qu'il
pense ou par rapport à ce qu'il fait. Et ça va complètement le bouleverser et ça va aussi induire un certain nombre de changements. Alors, il va aussi faire un voyage en Roumanie et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est les premiers moments où il va commencer à regarder un peu sérieusement la biologie et où il va s'intéresser à l'écologie. Donc c'est très tôt par rapport à, disons, des intérêts qui étaient émergents à l'époque. Lui s'y intéresse vraiment très très tôt. Alors, 70, il démissionne de l'IHES. Alors ça, c'est assez intéressant. Il y a quelques années, on avait reçu Pierre Cartier, qui se trouve a connu Grothendieck. Il avait terminé sa thèse, je pense, Pierre Cartier, vers 57. Et donc 57-58. Et donc ce qu'on disait, c'est que Grothendieck part parce qu'il s'aperçoit que les financements de l'institut dans lequel il est, une partie des financements proviennent de l'armée, donc proviennent des militaires. Donc il demande, alors ce n'est pas l'essentiel des financements que reçoit l'institut, mais il demande à ses collègues, ils ne sont pas nombreux, hein, je ne sais pas combien il y en a à l'époque de professeurs permanents, mais ils ne sont pas très nombreux, peut-être 6-7 en tout à discuter. Il aimerait que chacun partage avec lui cette disons, envie de ne pas avoir de financement qui proviennent d'un endroit qu'il estime être mauvais. Donc, et en fait, ses collègues ne comprennent pas du tout où il veut en venir. Et donc, il se rend compte que finalement, ce qu'il croyait partager avec eux n'est pas du tout le cas. En fait, il ne partage pas du tout ce genre d'idées. Et donc, du coup, il va se sentir complètement à part, en fait, du groupe dans lequel, pour le coup, il a beaucoup travaillé. Et il va aller jusqu'au bout de son raisonnement, c'est-à-dire il va vraiment démissionner. Alors, il démissionne et il va fonder un groupe qui s'appelle Survivre et Vivre. Alors, c'est un des groupes qui va réfléchir sur l'écologie radicale, notamment. Donc, ça va être un groupe qui va avoir une importance qui est considérable pour un certain nombre de personnes, notamment pour toute la mouvance écologie. Donc, il va passer, malgré tout, grâce à Jean-Pierre Serre, 2 ans au Collège de France. Alors, on pourrait se demander, il a la médaille Fields, c'est quelqu'un d'extrêmement connu, il a un travail qui est considérable déjà, beaucoup plus que d'autres mathématiciens. Comment ça se fait qu'aucune chaire ne lui est attribuée au Collège de France ? Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe, et il y a bien une chaire qui pourrait lui être proposée, mais en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que s'il vient, il ne fera pas de mathématiques. Il est cohérent avec sa position, c'est-à-dire qu'en fait, il décide que non, si vous me donnez un poste, je viendrai, mais ce ne sera pas pour faire de la recherche en mathématiques. Donc, il parle de tout, mais pas des mathématiques qu'il fait. Et donc, ça pose un problème au Collège de France, qui refuse du coup de lui octroyer un poste, et ça va aussi poser un problème à l'université d'Orsay, qui est au voisinage de Paris, exactement pour la même raison. Alors, il envoie 2 candidatures. Il envoie une pour devenir chercheur au CNRS et une autre pour devenir professeur à l'université d'Orsay, et les 2 vont être refusés. Il faut bien se rendre compte que c'est vraiment le mathématicien sans doute le plus connu de l'époque. Hein. Donc, dans les 2 cas, en fait, son attitude et son intransigeance par rapport à ce qu'il a... disons, à ce qu'il pense, fait que, du coup, le CNRS et l'Université d'Orsay refusent sa candidature. Alors, heureusement, en 72, il va être, cette fois, pris comme professeur à l'Université de Montpellier. Alors, vous voyez que là, on revient sur Montpellier, où il a fait ses débuts, en fait. Donc, il revient, en fait, dans l'université où il était au tout début. Et alors, il y a un passage qui est intéressant pour la suite, c'est 75-79, parce qu'à un moment, il va rencontrer des moines bouddhistes japonais, et il va être inculpé pour délit d'hospitalité. C'est intéressant. Dans mes souvenirs, on a eu ce genre de problème aussi dans les années 90, avec où si on décidait
de donner l'hospitalité à des personnes qui n'avaient pas de papier, on se rendait coupable de ce fameux délit. Et donc, il va vraiment passer au tribunal. Donc, finalement, ça ne va pas donner quoi que ce soit parce que il va y avoir une campagne, il va avoir des amis qui vont le défendre, etc. Mais juste pour vous donner jusqu'à quel point, lui, quand il va aller au tribunal, il va dire, OK, mais soit vous partez du principe que cette loi est complètement idiote, et donc il ne faut pas l'appliquer, soit vous pensez qu'elle n'est pas idiote, et dans ce cas-là, donnez-moi la peine maximale, parce que moi, j'assume le fait de les avoir reçus chez moi. Voilà. Bon, donc, on voit à quel point sa démarche est complètement honnête. Hein. Il n'y a pas de détour, c'est vraiment quelqu'un qui est à 100% dans ce qu'il dit et ce qu'il fait sont très proches. Alors, il va faire ses cours et il va découvrir la méditation à un moment. Donc ça, c'est la période à partir des années 80. Et alors, la méditation va avoir un grand rôle chez Grothendieck. On le voit en fait dans le livre Récolte et Semailles, on le voit dans La Clé des songes, etc. Mais il va quand même continuer à faire, pour le coup, des mathématiques, et pas qu'un peu. Hein. Là, je vous ai mis juste ce qu'il a produit en très peu de temps, 83-86. Il va rédiger À la poursuite des champs, qui est un gros opus mathématique de 600 pages. Il va rédiger Récolte et Semailles, ça c'est plus de 2000 pages. Et il va en plus faire un texte que j'ai beaucoup aimé quand je l'avais lu aussi, c'était Esquisse d'un programme qui donne en gros des directions pour le futur par rapport à ce qu'il avait fait à ce moment-là. Alors ce qui est intéressant, c'est, je vous l'ai mis ici, je pense. Alors je vais peut-être prendre le micro. Alors, pourquoi je vous ai mis cette esquisse d'un programme? C'est ce qu'il va envoyer au CNRS pour obtenir un poste, qui cette fois va lui être attribué. Okay, et il met, comme la conjoncture actuelle rend de plus en plus illusoire pour moi les perspectives d'un enseignement de recherche à l'université, donc il pense qu'en fait c'est pas possible de faire de la recherche, en tout cas tel que lui l'entend. Je me suis résolu à demander mon admission au CNRS pour pouvoir consacrer mon énergie à développer les travaux et perspectives dont il devient clair qu'il ne se trouvera aucun élève, ni même, semble-t-il, aucun congénère mathématicien pour les développer à ma place. Alors ça, c'est un sentiment qui est très dur. Hein. C'est ce sentiment que non seulement parmi les étudiants qu'il a autour de lui, personne ne s'intéresse vraiment ou n'arrive à comprendre ce qu'il est en train de raconter. Mais pour lui, ce n'est pas un jugement de valeur. Il pense que ses collègues, c'est pareil. Et il a, on peut dire, essentiellement raison, en fait. Donc, il se trouve que pendant très longtemps, les livres que vous voyez ici, Récolte et Semailles, La Clé des songes, etc., n'ont pas été publiés, mais on a de la chance, en fait, ils ont été publiés. Donc, s'il y en a un que je vous conseille, c'est Récolte et Semailles. Parce que c'est un très beau texte, et notamment pour tous ceux qui seraient intéressés par, disons, peut-être ressentir un peu de ce qu'on fait au niveau des mathématiques. Les 70 premières pages de Récolte et Semailles sont vraiment, à mon avis, celles qu'il faut lire. Alors, donc, il continue malgré tout son travail de fondation. En 1987-88, il va refuser le prix Crawford. Alors, le prix Crawford, c'est intéressant parce que c'est un prix où il y a, contrairement à la médaille Field, où il y a une somme d'argent qui est très, très conséquente. Alors là, j'aurais pu le mettre, mais je n'avais plus la place là, sur les présentations. Mais il va refuser pour une raison qui est extrêmement claire. La première, c'est qu'il dit, c'est pas ça qui va faire que mon travail est bon ou pas, ou est important ou pas. Ce qui va faire que c'est important, c'est que dans le futur, on utilisera ou pas mes notions. Donc il a une vision très... il dit, il n'y a que le temps qui peut dire ça. Deuxième chose, on me donne une somme, mais moi, j'en ai pas besoin. On donne toujours à ceux qui n'en ont pas besoin. Et en gros, c'est ça le... Alors, on ne peut pas... là, pour le coup, on ne peut être que d'accord, hein, pratiquement, hein, dans ce qu'il dit. Donc,
Ça, c'est vraiment intéressant et ça va être publié par Le Monde à l'époque, hein, donc la lettre de refus. Et je trouve que c'est intéressant parce que je connais peu de monde qui le ferait. Alors, il y a eu un autre exemple là récemment, c'était Grigori Perelman pour la conjecture de Poincaré. Pareil, il a refusé $1 million. Mais parmi tous les autres mathématiciens connus actuellement, j'en connais pas qui ont décidé de dire OK, ou sinon je le prends mais je le distribue. Hein, donc ça, c'est intéressant. Donc il va se retirer progressivement de la vie sociale, il va continuer à écrire, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Je vous montrerai juste après les manuscrits qu'il tapait à la machine en fait. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment un type de rendu sur les documents qui est joli. Et il va confier, alors il brûle pratiquement l'ensemble de ses archives dans les années 90, sauf celle de maths qu'il va donner à un de ses élèves qui s'appelle Jean Magloire à l'université de Montpellier et qui va les préserver. Voilà. Alors il continue malgré tout à beaucoup écrire entre 91 et 2014. Alors là il y a beaucoup de moments. À un moment il devient très malade. Et, il manque de mourir en fait entre les deux. Il continue sa méditation. Il fait des jeûnes extrêmement longs qui en fait le rendent très faible. Et au bout d'un moment il va vraiment se couper complètement de la société. Voilà. Il va quand même écrire plus de 10 000 pages comme je vous l'ai mis sur les réflexions sur la vie et le cosmos. Celui-là, je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous en dire grand-chose. Ce que je sais, c'est que ça parle de Dieu, de la vie, etc. Bon. Et il décède en 2014. Alors, ce que vous voyez là, les petits dessins, c'est des exemples de ces archives. Une partie est conservée à Montpellier, une partie à la Bibliothèque nationale de France. Voilà. Et dans mes souvenirs, on peut accéder à une partie de ces archives. Alors ces archives, on peut imaginer, c'est vraiment, je pense qu'en tout, ça doit être 50 000 pages de mathématiques et d'autres choses, et on ne sait toujours pas en fait ce qu'il y a complètement à l'intérieur. Simplement parce que son mode de rédaction, à partir des années, disons, j'hésite, ce qui est complètement lisible, c'est toute la partie jusqu'à récolte et semaille. La clé des songes, c'est complètement lisible. Je dirais qu'après, disons, après les années 88, c'est peut-être un peu plus délicat. Même au niveau des idées mathématiques, de savoir exactement comment on peut prendre ce qui est écrit. Alors, du coup, on va voir. Alors, je crois que cette situation qu'une recherche de pointe soit associée à une véritable menace à la survie de l'humanité, une menace même à la survie de la vie tout court sur la planète, ce n'est pas une situation exceptionnelle, c'est une situation qui a des règles. En fait, depuis 1 ou 2 ans que moi-même je commence à me poser des questions à ce sujet, eh bien, je me suis aperçu que finalement, dans chacune des grandes questions qui actuellement menacent la survie de l'espèce humaine, eh bien, ces questions ne se poseraient pas sous la forme actuelle. La menace à la survie ne se poserait pas si l'état de notre science était celle de l'an 1900, par exemple. Je ne vais pas dire par là que la seule cause de tous ces maux, de tous ces dangers, ce soit la science. Bien entendu, il y a une conjonction de plusieurs choses, mais la science, l'état actuel de la recherche scientifique, joue certainement un rôle important. Alors là, vous venez d'entendre Alexandre Grothendieck. On a de la chance, en fait, c'est un enregistrement qui a eu lieu de la fameuse conférence « Allons-nous continuer la recherche scientifique » qui a eu lieu au CERN en 72. Donc 72, c'est encore la guerre du Vietnam. Elle se termine en 75. Lui, il est allé au Vietnam avant. Il a vu les ravages de la guerre. Donc tout ça va le bouleverser et on voit bien que, comme j'ai dit, entre-temps, il y a aussi ce voyage où il commence à réfléchir sur la biologie, l'écologie, etc. Et là, il va y avoir, il va profiter, ça va complètement le bouleverser et il va profiter de son aura et de sa notoriété pour parler des problèmes qui lui semblent vraiment importants et notamment des effets de la science elle-même sur la société, l'impact
qu'a la science sur la société. Alors cet impact-là, on verra plus tard que ce qui est marrant, c'est que là, on est en 72. Alors il y en a d'autres qui ont pensé à l'impact de la science, mais souvent, ce n'était pas lié aux mathématiques, c'était plutôt lié à la physique. On va voir Oppenheimer qui nous en parle tout à l'heure. Donc, pour la physique, les gens se doutaient bien qu'effectivement, il y avait un impact sur la société qui pouvait être majeur. Mais les mathématiques étaient un peu à part. Pas forcément pour des bonnes raisons, c'est peut-être pour des raisons de méconnaissance, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors comme il le dit, en fait, donc ça c'est un extrait de sa conférence, donc ça c'est la conférence telle qu'elle était tapée par Grothendieck. Donc c'était toujours les mêmes manuscrits, donc c'est vraiment, là vous avez un prototype du manuscrit. Et il dit, pourquoi faisons-nous, alors lui il relit, allons-nous continuer à la recherche scientifique, il dit, on pourrait poser la question, pourquoi faisons-nous de la recherche scientifique? Et dans la conférence qu'il va faire, en fait, il va poser des problèmes qui sont de nature éthique, mais pas que éthique par rapport à le rôle de la science dans la société, et des contraintes qu'on pourrait mettre dessus, mais éthique par rapport même au travail de mathématicien, c'est-à-dire dans la communauté mathématique et par rapport au travail qu'on fait, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de problèmes? Alors ça, je trouve que c'est important. Alors, on retrouve des questions qui vont vraiment le perturber. Alors, une de celles, c'est donc il a posé à ses collègues, pourquoi faites-vous des mathématiques? Pourquoi faites-vous de la recherche scientifique? Je trouve que moi, c'est une très bonne question. Alors, il a eu deux réponses. Alors, je pense qu'en fait, malheureusement, il avait des gens qui étaient peut-être trop bien dotés, on va dire ça. Alors, il dit, soit j'en fais parce que ça me fait plaisir et que j'y trouve une certaine satisfaction intellectuelle. Alors, c'est pas... là, on a l'impression que c'est une réponse comme ça. En fait, c'était une réponse qui était extrêmement répandue. Je pense qu'on pourrait même la retrouver maintenant. Et la deuxième, qui est un peu plus surprenante, mais que je peux imaginer au moins quand je pense à certaines personnes, je fais de la recherche scientifique parce qu'il faut bien vivre et parce que je suis payé pour la faire. Alors ça, c'est un peu dur à... On peut se dire pourquoi pas, après tout. En fait, à partir du moment où on transforme une activité créatrice en quelque chose qui est rémunéré, on peut très bien avoir des gens qui, pour différentes raisons, se disent « je vais être rémunéré parce que j'arrive à le faire ». Alors, donc lui, ça le surprend. Lui, il est plutôt dans la première catégorie, il le dit. Il dit, pour moi, en fait, je faisais ça parce que j'y trouvais un plaisir, une satisfaction intellectuelle. Alors, il va quand même y avoir des gens qui vont lui dire, oui, mais parce qu'on pense qu'on va faire bouger les choses. On pense qu'on apporte quelque chose et qu'on fait progresser un certain nombre de sujets. La question, c'est celle du progrès du sujet en lui-même et de son impact sur la société. Et c'est ça qu'il va critiquer, en fait. Il y a l'étape d'après qui est de dépasser simplement, ok, on fait progresser quelque chose, mais est-ce qu'on le fait progresser dans la bonne direction? Est-ce que ce qu'on fait a un impact qui est, disons, bon pour nos semblables? Est-ce que ça répond à des préoccupations de notre communauté? Bon, toutes ces questions-là, pour lui, vont devenir prépondérantes. Et là, il va se dire... mais ce que je fais, ça répond à aucun besoin de qui que ce soit. Donc le constat va être extrêmement lourd. Alors il est peut-être trop sévère avec lui-même, mais n'empêche que c'est comme ça qu'il le ressent à l'époque. Alors, il faut voir que, c'est pour ça que je mets aussi ce livre-là, il y a un livre qui est écrit par Jean Dieudonné. Alors Jean Dieudonné, on a déjà entendu parler, c'est avec lui Jean Dieudonné a rédigé, en fait, avec Grothendieck, les éléments de géométrie algébrique. Alors, Dieudonné, c'est quelqu'un qui a une certaine vision, disons, de la société et des êtres humains. Une vision, disons, assez hiérarchisée, on va dire ça comme ça. Il y a ceux qui ont des capacités, il y a ceux qui n'en ont pas, pour faire simple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il propage une idée qui est celle-ci et qui va perdurer pendant longtemps et qui va perdurer à ce moment-là, justement, à mon avis, parce qu'ils sont dans des conditions où ils n'ont aucun contre à rendre à qui que ce soit.
C'était déjà l'époque à la création des académies. Hein, à un moment, en toute l'Europe, il y a des créations d'académies, des sciences, etc. Donc les gens qui sont des intellectuels, qui font des avancées scientifiques, obtiennent des postes qui sont relativement bien payés et sûrs. Et à qui, finalement, on ne demande pas trop de retour par rapport à ce qu'ils font dans la société. On considère en fait que ce sont des savants, donc ils font leur truc. Et vous voyez que là, il y a une lettre de Jacobi à Legendre. Le but unique de la science, c'est l'honneur de l'esprit humain, et que sous ce titre, une question de nombre vaut autant qu'une question de système du monde. Bon, ok, pourquoi pas, c'est un point de vue. Et donc Dieudonné, lui, il reprend ce point de vue aussi. Alors, lorsqu'on est à ce moment-là, si on parle comme ça, c'est que justement, on décide, je pense en tout cas, c'est mon point de vue, qu'il y a ceux qui pourront accéder à ce niveau de connaissance qu'on estime être le bon, hein, c'est quand même l'honneur de l'esprit humain, hein, on n'est pas en train de parler de... Et puis, il y a ceux qui ne le pourront pas. Et en fait, c'est exactement un des points qui révulse Grothendieck. Il dit, en fait, on est en train de faire des choses qui justement nous mettent dans une position où on s'écarte complètement de la majorité des gens, parce qu'ils n'ont pas accès aux connaissances qu'on est en train de produire. Donc ça crée une espèce de ségrégation comme ça et c'est porté par ce type de point de vue. Donc il est très sévère sur cette vision des choses. Et je pense qu'effectivement, il faut être sévère avec cette vision. Alors ça a changé parce que... Alors pourquoi ça a changé ? Parce que en fait, entre ce moment-là où en fait tout le monde, déjà il y avait moins de mathématiciens, il y a eu une ouverture considérable du nombre de mathématiciens ou de scientifiques de manière générale. Donc beaucoup de gens ont obtenu des postes un peu partout. Et en même temps, il y a eu une demande, on le voit bien maintenant, hein, de la société pour avoir un retour sur ce que font les personnes qu'on paye pour réfléchir à un certain nombre de problèmes. Or d'ailleurs, si on entend, disons, les hommes politiques, on a l'impression qu'on est là pour faire progresser plutôt le PIB ou faire de la croissance ou un truc comme ça. Donc pas tellement pour faire progresser la connaissance du monde. On est là pour faire quelque chose qui va produire un effet plutôt disons, d'investissement, ou en tout cas qui va créer quelque chose. Donc, bon, entre les deux, on pourrait peut-être trouver un milieu, mais donc Dieudonné va être plutôt de la première partie. Sur le second aspect, moi je ne connais pas alors pas directement de personnes qui soient dans le deuxième aspect ou qui font ce travail-là juste, ou sinon, bon, on peut en avoir, mais disons, dans les personnes qui font vraiment des recherches mathématiques et qui diraient je fais ça juste pour le salaire, j'en connais pas. Mais ça doit exister aussi. Il y a une objection alors là, on va voir que déjà en 58, alors c'est pour ça que la date de 58 est importante, vous vous rappelez, 58, en fait, il va y avoir la création de l'Institut qui va recueillir Grothendieck, et pour lequel on va lui donner carte blanche pour faire ses développements mathématiques. À l'époque, Oppenheimer est directeur de l'Institut for Advanced Studies à Princeton. Et il se retrouve qu'en 58, il est accueilli en France, à Paris, pour une conférence. Et à ce moment-là, c'est une des rares fois où, à la télévision, on va faire une interview d'Oppenheimer. Et on va lui poser un certain nombre de questions. Donc là, je vous ai choisi un tout petit moment de la séquence, mais vous pourrez trouver l'interview complète sur YouTube. Et il va directement répondre à la question sur est-ce que c'est bon de continuer à faire de la science. Alors c'est important parce que c'est en 58, donc c'est quand même bien avant Grothendieck en 72. Il y a une objection que le public fait quelquefois, ou en tout cas une thèse qu'on entend quelquefois soutenir, monsieur le professeur, et qui est celle-ci. On entend dire quelquefois que devant les conséquences incalculables que peut avoir le développement de la recherche scientifique telle qu'elle existe aujourd'hui, on se demande s'il ne vaudrait pas mieux quelquefois arrêter, si je puis dire, la science, comme si l'on pouvait d'ailleurs arrêter la science comme on arrête un film de cinéma. Je ne sais pas si c'est possible. Alors la question que je vous pose, c'est peut-on le faire et doit-on le faire? On peut avoir... On peut dire oui, on peut dire non. Mais pour moi, c'est mauvais de ne pas connaître si on peut connaître. C'est mauvais de ne pas savoir ce qu'on peut savoir.
Ça ne veut dire qu'il faut préparer tous les engins, toutes les techniques pratiques que la science permettra. Il ne faut faire tout le mal que la science permettra. Mais il faut savoir, si on peut savoir. Je ne crois pas que c'est pratique de l'arrêter. Si on le fait soi-même, les autres vont le faire. Je ne crois pas que c'est moral, parce que c'est le destin de l'homme de savoir tout ce qu'il peut et d'en vivre, de vivre avec cette connaissance. C'est un destin difficile, mais si on cède à ce point, si on ne tâche pas de vivre avec la connaissance, on n'est pas proprement un homme du tout. Oui, je vous ai posé cette question d'ailleurs que je pensais, simplement parce que je pensais m'attirer cette réponse. Je vois que M. le Prince Ringuet l'approuve largement. Je l'espère. Oui, on ne peut pas arrêter la science. C'est une des grandes activités de l'homme. L'homme est fait pour connaître, pour savoir, pour découvrir un peu plus de vérité, pour trouver des lois nouvelles, pour faire des expériences nouvelles. C'est dans sa destinée la plus évidente. Et on ne peut jamais savoir quelles seront, en général, on ne peut jamais savoir quelles seront toutes les applications possibles. On peut deviner souvent, on peut deviner parfois certaines de ces applications. Par exemple, quand on a découvert la fission de l'uranium, on a bien pensé qu'il y aurait de l'énergie qui pourrait être libérée. Et encore, là, il y a de l'énergie qui peut être libérée rapidement, mais il y a aussi de l'énergie qui peut être libérée d'une façon pacifique et bénéfique pour l'humanité. C'est très difficile pour le chercheur qui fait la découverte de savoir et de peser immédiatement les possibilités ultérieures. On ne peut pas le faire. Surtout dans ce cas, parce que le chercheur qui faisait la découverte n'en savait rien. Il ne savait rien. Bon, alors, donc là c'est intéressant. Évidemment, on retombe dans le cas que Grothendieck disait. Là, ça concerne plutôt la physique. Mais n'empêche, on voit bien que la question est assez présente, juste après notamment les bombes d'Hiroshima et la menace nucléaire. Donc 58, comme je disais, alors je pense que la guerre du Vietnam commence en 50 et quelques, 55 peut-être, et elle dure jusqu'à 75. Et entre les deux, c'est quand même des moments où, entre les États-Unis et la Russie, c'est pas au beau fixe. Et tout le monde se pose vraiment la question de savoir quelles seraient les conséquences d'un conflit nucléaire. Donc du coup, les questions qui sont posées là sont vraiment des questions, comme dirait Grothendieck, de survie tout court de l'espèce humaine. Pas juste une question comme ça en l'air. Alors, ce que dit Oppenheimer, c'est que pour lui, en tout cas, on ne doit pas arrêter le progrès de la connaissance. Mais il se met du côté où, en fait, justement, il n'y pense pas. C'est-à-dire que l'impact de ce qu'il fait, il dit ce qui est important, c'est la connaissance, faire progresser la connaissance, mais à aucun moment, par exemple, dans son discours, il y a l'impact qui vient en compte. En fait, pour lui, il se désolidarise des applications potentielles de ses recherches. Or, c'est exactement ce que Grothendieck dit, il ne faut pas. Il faudrait être solidaire et penser en amont les conséquences potentielles des recherches que nous faisons. Alors, ça paraît peut-être évident maintenant, je ne sais pas, mais disons que je pense que c'est important d'y penser, surtout maintenant, pour plein de raisons qu'on va voir après. Alors, là, je vous ai mis juste un extrait de comment j'ai détesté les maths. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir, donc celui-là est beaucoup plus récent, je pense qu'il date des années 2000. Et il va y avoir un mathématicien qui s'appelle Jean-Pierre Bourguignon, qui était directeur de l'IHES, donc l'endroit où Grothendieck était, et qui va justement parler à un moment, disons, des mathématiciens et de leur impact sur la société. Donc on va voir. Donc là, c'est un mathématicien qui dit qu'il y a une différence entre ceux qui font des maths pures et ceux qui font des maths appliquées. It's very important because it will affect cancer research or the movies or this physics problem. It will affect something. Let me tell you about how it will affect it. Let me tell you the problem. And now let me tell you how we solved it. Whereas
The pure mathematician spends maybe 1 minute at the beginning of the talk saying, here is the problem statement, and then talks about how to solve it. I think a small fraction ask, you know, the question of impact. But I think most scientists and mathematicians just see a really cool, exciting problem and they just want to answer it. And it can be used for good or for bad. Alors c'est pas un montage, hein. Le film est vraiment, se déroule vraiment comme ça. The American dream, and it really is a sad day. After the collapse of Bear Stearns, Lehman's filing is the biggest corporate bankruptcy filing in history. Walls came tumbling down on Wall Street Monday as two financial giants, Merrill Lynch and Lehman Brothers, buckled under the real estate and credit crises. Reporters in New York, police have set up barricades, and there's nearly 100 reporters and cameramen all camped out here, waiting for some type of answer on this wounded financial giant. Best loan possible to your customers was not always the bank's main goal. How about the fact that you sold hundreds of millions of that deal after your people knew it was a shitty deal? Does that bother you at all? I understand that you're serving your clients. My question is, do you believe that you have a duty to act in the best interests of your clients? Just take a look, Exhibit 166. Again, Senator, I will repeat, you know, we have a duty to serve our clients by showing prices on transactions that they ask us to show prices for. There's apparently some confusion or some difference. Les mathématiciens ont pu rester des artisans très très longtemps. Et le fait qu'un certain nombre de choses qu'ils font vont avoir un impact social est d'une certaine façon une chose radicalement nouvelle. Certains mathématiciens ne se posaient pas le problème de la responsabilité scientifique parce qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient un peu dans un monde décalé. Ils n'avaient pas le problème qui s'est posé aux gens qui devaient savoir s'ils rentraient dans le projet Manhattan ou pas, c'est-à-dire s'ils participaient à la construction de la bombe atomique ou pas. Et brusquement, il y a eu un secteur entier des mathématiques, enfin, qui était, lui, au cœur de l'activité économique, et d'une activité économique qui était, disons, à impact massif à l'échelle mondiale, qui étaient les maths financières. Alors, là, il y a plusieurs choses à dire, mais ce qu'il dit est complètement faux. Les mathématiciens ont toujours eu des impacts sur la société et ont participé à des choses qui avaient un impact clairement. On peut citer des mathématiciens comme Gaspard Monge, par exemple. Lui, il était spécialiste dans les fortifications, et notamment les fortifications militaires. Il enseignait à l'école polytechnique qu'il va créer. Il y a plein de mathématiciens qui ont participé à améliorer un certain nombre de procédés pour au mieux lancer, au mieux que l'obus arrive à tel endroit, etc. Et ça, ne pas le voir, il me semble que c'est exactement significatif d'une période de l'histoire où, effectivement, pour plein de raisons différentes, les mathématiciens ont été laissés tranquilles. Mais ce n'est pas du tout représentatif de toute l'histoire des mathématiques. Il y a très peu de moments où les mathématiciens sont seuls dans leur coin à faire quelque chose. La plupart du temps, ils travaillaient pour un certain nombre de personnes. Par exemple, même si on prend François Viette, qui était mathématicien pour Henri IV, il n'est pas là simplement pour résoudre ces équations et développer l'algèbre universelle. Il est là aussi pour décoder les messages secrets des forces ennemies. Il est là aussi pour des raisons, pour faire un travail administratif. Et là, en fait, j'ai l'impression que, alors, j'avais exactement la même idée en fait quand j'étais étudiant, c'est le fait qu'effectivement, on est dans notre monde et on peut faire ce qu'on veut. Bon, la réponse est que ça a été possible que par l'avènement d'un certain nombre de positions sûres qui n'étaient pas financées par des mécènes ou des entreprises privées ou des intérêts autres, qui faisaient qu'on pouvait effectivement se passer notre temps à faire ce qu'on voulait. Alors, c'est beaucoup en train de changer d'ailleurs actuellement, puisque la plupart des financements de recherche maintenant en France, mais comme partout, sont liés plutôt à, disons, à des fléchages nationaux, internationaux ou même régionaux qui demandent les impacts économiques ou sociaux
de ce qu'on est en train de faire, ou de ce qu'on est en train de proposer. Donc c'est en train de changer. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais disons que typiquement, cette vision ne concerne qu'un très court moment de l'histoire des mathématiciens et des mathématiques. Donc c'est dommage parce que c'est dans un film grand public et ça ne commence pas avec les maths financières. Bon. Là, c'est ce que je vous disais, c'est un passage, donc on va faire vite parce que je suis déjà en retard. Donc il disait, en fait, justement, ça nous isole parce que le plaisir qu'on trouve, nous, pourquoi on nous paierait pour, juste parce que ça nous amuse, hein? C'est une bonne question, en fait. Pourquoi nous, et pourquoi l'activité scientifique est reconnue comme une activité qui est digne d'être financée et pourquoi d'autres ne le seraient pas? Bon, c'est que des bonnes questions. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser dès le début. Donc ça, c'est un exemplaire de Vivre et survivre, hein, qui était la revue qu'il a fondée. Alors quand il parle d'éthique, à un moment, il pense qu'en fait l'éthique des mathématiciens s'est transformée au cours du temps. Alors je ne sais pas si elle s'est transformée, mais il parle d'abus de pouvoir, de position dominante, et effectivement, c'est quelque chose, comme dans toute la société, on retrouve effectivement des abus de pouvoir. Et les mathématiciens, comme les autres scientifiques, ne sont pas à l'abri de ce type de comportement. Peut-être même au contraire, parce qu'en fait, ils peuvent même le justifier par ce qu'il dit aussi, ce qu'il dénonce, de dire, en fait, moi, je comprends mieux ou j'ai une meilleure position parce que j'ai fait des plus grandes réalisations, donc je peux te dire que ce que tu fais, ça vaut pas le coup, et hop, on n'en parlera plus, même si c'est nouveau, même si personne ne l'a jamais fait. Donc tout ça, il le dénonce et je pense que c'est bien. Il faudrait peut-être même le distribuer en fait à tout le monde actuellement. Bref. Alors ce qui est intéressant, c'est la conclusion de son discours où il dit que au début, nous pensions qu'avec des connaissances scientifiques, en les mettant à la disposition de suffisamment de monde, on arriverait à mieux appréhender une solution des problèmes qui se posent. Nous sommes revenus de cette illusion. Nous pensons maintenant que la solution ne proviendra pas d'un supplément de connaissances scientifiques, d'un supplément de technique, mais qu'elle proviendra d'un changement de civilisation. Bon, c'est exactement à l'encontre de tout ce qu'on entend, en fait, hein. La solution technologique à tous les problèmes de changement climatique, etc., ou des problèmes de crise énergétique, etc., c'est exactement une vision qui est plutôt dans le domaine où on va acquérir assez de connaissances et à un moment, tout se passera bien et on va y arriver. Lui, ce qu'il dit, c'est que, déjà dans les années 70, mais il n'était pas le seul, hein, c'est que sans doute non. Alors après, ça se discute, hein, mais je trouve que c'est intéressant que déjà à ce moment-là, il pose le problème clairement et on est au CERN, hein. Donc on est dans un endroit où on fait de la science, hein. Il y a plus de 300, je pense, physiciens à cet endroit-là. Donc c'est vraiment intéressant. Alors, ce qui rassurait Grothendieck beaucoup, c'est qu'il pensait que tout ce qu'il avait fait en mathématiques n'aurait jamais aucune application. Parce qu'il partait du principe que quand une application était possible, les premiers à s'en servir seraient les militaires. Et les seconds, la police. Et lorsqu'on regarde, par exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance faciale, on n'est pas loin de dire qu'il avait raison. Okay. Et justement, en fait, je vais terminer avec ça, il y a un grand mathématicien qui s'appelle Laurent Laforgue, qui était aussi professeur permanent à l'IHES, dans la suite de Grothendieck, en fait, vraiment sur des sujets de géométrie algébrique. Et maintenant, il travaille chez Huawei. C'est intéressant parce qu'il fait de la géométrie algébrique. C'est le niveau le plus pur, des maths pures qu'on peut avoir dans ses travaux à lui. Et il a été recruté par Huawei pour comprendre ce que font les algorithmes qui font de l'intelligence artificielle. Alors là, je vais vous passer simplement sa réponse quand une journaliste va lui demander « Mais alors du coup, vous qui êtes dans le chemin de Grothendieck, comment vous vous positionnez par rapport à lui, ses réticences à travailler pour des gens qui peuvent potentiellement avoir des activités en lien avec les militaires ou autre chose ?»
comment on fait pour concilier cet amour des maths pures de Grothendieck et les applications commerciales, industrielles, militaires même que Huawei pourrait faire de ces maths pures? Autrement dit, vous, enfin, quel héritage... Bien sûr, si vous là, c'est pas moi qui... Disons, moi, je ne suis pas confronté à ça. Je suis... c'est-à-dire, je pense que toute recherche, enfin tout progrès théorique est susceptible, ensuite, c'est-à-dire un progrès théorique qui débouche sur une meilleure compréhension d'une certaine réalité, donne un pouvoir. Et ce pouvoir peut être utilisé, un pouvoir peut toujours être utilisé à la fois pour le bien et pour le mal. Quelle place vous donnez à l'héritage politique de Grothendieck sur sa réflexion sur la recherche scientifique? Disons, ce qu'il critique, c'est disons, la manière dont un certain nombre de scientifiques, de fait, travaillent pour le complexe militaro-industriel ou sont financés par le complexe militaro-industriel. Donc là-dessus, Grothendieck est extrêmement dur. Et vous, qu'est-ce que vous, par rapport à ça, comment vous vous situez? Parce que vous travaillez pour Huawei maintenant. Oui, mais honnêtement, dans le cadre de Huawei, moi, j'ai jamais entendu parler du complexe militaro-industriel. Hein. Donc, alors c'est sûr, Huawei produit des téléphones, produit des systèmes de télécommunication qui peuvent. Alors c'est vrai qu'ils peuvent servir aux militaires comme ils peuvent servir à n'importe qui. Je suis évidemment, ce dont je suis conscient, c'est qu'il y a contre Huawei, particulièrement depuis quelques années en Occident, il y a une campagne anti-Huawei, donc qui vient des États-Unis, dont en fait la raison évidente, c'est que Huawei est un concurrent redoutable. Pour l'expérience que j'en ai, je dois dire que je suis plein d'admiration pour Huawei et pour les gens, particulièrement pour les Chinois, employés de Huawei, que je connais. C'est-à-dire, encore une fois, moi je les trouve beaucoup plus ouverts que le monde académique. Je suis très étonné de ça. Donc jusqu'à présent, j'ai vraiment une expérience excellente avec eux. Moi, je trouve qu'elle est assez édifiante, cette discussion. On voit bien son embarras, et je comprends qu'il soit embarrassé, mais on voit bien aussi son positionnement. Et c'est le même que celui, à la limite, d'Oppenheimer. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des choses où on sait pertinemment qu'à un moment ou à un autre, et là, on travaille pour Huawei, hein, on n'est pas en train de travailler pour, je ne sais pas, moi... ouais, mais non, il vaut mieux pas prendre d'exemple, je crois. Il y a... Donc, on sait pertinemment que là, pour le coup, s'il y a des découvertes qui permettent de mieux gérer tous ces algorithmes d'intelligence artificielle, il y aura des répercussions. Et ces répercussions, elles sont déjà présentes en Chine, en fait. Donc, refuser de voir ça, c'est un déni de réalité qui me semble extrêmement grave. Et c'est extrêmement grave aussi de l'avoir au plus haut niveau des représentants d'une communauté, et notamment d'une communauté qui a une espèce d'aura comme ça, parce qu'on pense que c'est les personnes qui sont les plus calées pour répondre à un certain nombre de problèmes. Donc, je vais m'arrêter là, parce que j'ai déjà trop décalé. Mais juste pour vous dire que allez voir ces livres de Grothendieck, vous en retirez des choses qui sont extrêmement jolies. Au niveau littéraire, ils sont extrêmement beaux. Et la conférence « Allons-nous continuer la recherche scientifique ?» vous pouvez l'écouter en ligne ou vous pouvez la lire. Elle a été éditée, mais vous la trouvez aussi en PDF sur Internet. Donc, toutes ces choses-là sont importantes. Et encore un petit livre que j'ai mis déjà dans le truc, c'était le petit livre de Oppenheimer qui s'appelle « La science et le bon sens ». C'est une série de conférences qu'il avait fait à Harvard, je crois, à l'époque. Ça doit être à peu près au même moment, où il y a une partie concerne justement cette réflexion sur est-ce qu'on doit faire de la science, comment on doit la faire, quelles conséquences, etc. Mais on voit bien qu'en fait, on a encore du travail. Là, c'est une interview de 2023. Donc, on a encore du boulot. Voilà, je vous remercie.